Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. 11h, 19h, Sud Info Loisirs sur Fréquence Évasion, l'actualité culturelle du Grand Sud. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Languedoc-Roussillon. Vous écoutez Fréquence Évasion en compagnie de Madame Lopez. Nous allons découvrir la cité de Carcassonne puisque nous sommes à l'Office de tourisme. Madame Lopez, bonjour et merci de participer à cette émission sur Fréquence Évasion. Bonjour. Eh bien, nous allons commencer par situer Carcassonne. Où se trouve exactement Carcassonne? On va situer Carcassonne pour les gens qui nous écoutent hors de nos régions. Bien, Carcassonne se situe dans le sud de la France, à 45 minutes de Toulouse et à 45 minutes de la mer Méditerranée, dans le département de l'Aude. Voilà, donc on peut venir à Carcassonne par train, par autoroute ou par avion, puisqu'on a un aéroport international à 2 heures de vol de Charleroi en Belgique et de Londres, donc avec la compagnie Ryanair. Alors Carcassonne est mondialement connue à cause de sa vieille cité, de ses remparts et du canal du Midi. Alors qu'est-ce qui fait sa spécificité justement à Carcassonne? Qu'est-ce que l'on peut découvrir dans cette cité? Bien, c'est vrai que Carcassonne est une ville mondialement connue puisqu'on accueille chaque année environ 3,5 millions de visiteurs par an. Donc. Elle a 2 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont le canal du Midi qui a été classé en 1996, qui est une œuvre de Pierre-Paul Lériquet. C'est le plus ancien canal d'Europe encore en fonctionnement aujourd'hui. Et on peut louer à partir du port du canal à Carcassonne des pénichettes, faire des randonnées VTT ou pédestres sur les berges. Il y a également un port. Il y a un port, voilà, tout à fait, qui a été aménagé à Carcassonne, donc. La cité est classée aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Donc c'est un ensemble médiéval composé de 52 tours, 3 km de remparts. Ma collègue en dira davantage tout à l'heure au niveau de l'histoire. Il y a des habitants encore aujourd'hui. C'est un monument qui est libre d'accès avec des possibilités de visite au départ du château Comtal. Voilà, c'est la cité située sur la rive droite de la rivière Aude. Il y a une spécificité ici à Carcassonne, on peut dire qu'il y a 2 centres-villes. Bien, il y a la cité médiévale d'abord, c'est vrai qui est visitée en premier par tous les touristes. Et ensuite, vous avez la partie que l'on appelle Bastide de Saint-Louis, qui a longtemps été appelée ville basse, donc qui était entourée de bastions et qui a été composée avec des rues en damier. Voilà, en forme de damier. Voilà, cette bastide, pardon, je voudrais le préciser, se visite avec un guide interprète national de juin à septembre et des audioguides ont été mis en place et fonctionneront toute l'année en français, anglais et espagnol. Alors Madame Werner va nous parler de l'historique de Carcassonne. Madame Werner, merci d'être avec nous sur Fréquence Évasion et de participer à cette émission. Bonjour. Bonjour. Alors de quand date exactement Carcassonne? Qui a colonisé ces terres et qui a fait en sorte que Carcassonne se développe? Écoutez, il y a eu plusieurs dates d'occupation à Carcassonne. Ça fait un peu plus de 2000 ans d'histoire, Carcassonne. On commence en fait au 1er siècle après Jésus-Christ, donc par les Romains. Installé par les Romains, Carcassonne sur cette colline au milieu de la vallée, point stratégique commercial, Toulouse, Narbonne, donc océan Atlantique, Méditerranée, donc déjà premier point stratégique occupé par les Romains. Plus tard, après la chute de l'Empire romain par les Visigoths, les barbares, Sarrasins, et la dernière vague, les Francs. Là, on entre dans l'ère féodale, donc début du Moyen-Âge, et on entre dans la grande dynastie des Trincavel, donc qui occupe la cité de Carcassonne, qui fait construire, donc cette dynastie des Trincavel fait construire le château Comtal. On a encore le donjon et quelques corps de logis qui restent. Et donc ensuite, on va avoir le grand épisode du Languedoc, l'Occitanie, qui se passe donc au début du XIIIe siècle, qui est la fameuse croisade contre les Albigeois. Cette région, le Languedoc, va être dominée donc par le nord de la France. Alors, on parle souvent d'une anecdote ici à Carcassonne, Madame Carcasse qui sonne. La légende de Dame Carcasse. En fait, dans la légende, c'est une légende. Donc, c'est une histoire oubliée qui a été relégendée. Ok, une légende. Dame Carcasse était une reine sarrasine. Donc, les invasions arabes au 5e siècle. 4e, 5e siècle. Cette dame Carcasse, en fait, habitait dans la cité de Carcassonne et défendait donc la cité de Carcassonne. On a l'invasion donc par les Francs
au 7e siècle, les Francs donc, qui viennent de l'Empire teutonique, l'Est de l'Europe. Donc dans la légende, on cite le fameux Charlemagne. Je précise que Charlemagne n'a jamais mis les pieds à Carcassonne, mais enfin bon. Et donc Charlemagne assiège la cité de Carcassonne. Dame Carcasse utilise une guerre psychologique par tout un procédé donc de tromperie sur les courtines des remparts qui sont gallo-romains donc à cette époque. Et Dame Carcasse, au bout de plusieurs semaines de siège, finit quand même par avoir une pénurie au sein de la cité d'eau, de nourriture. Il lui reste en tout et pour tout un petit cochon de lait et un bol de blé. Donc elle décide, toujours dans cette stratégie de guerre psychologique, de nourrir le cochon avec le bol de blé et de jeter le cochon par-dessus la muraille. Évidemment, donc, le cochon atterrit au pied de Charlemagne, qui voit que les habitants encore nourrissent les animaux avec du blé. Il décide de lever le siège, déprimé donc par cette abondance de nourriture factice donc, à l'intérieur de la cité. L'ennui, c'est que Dame Carcasse rappelle le beau Charlemagne et elle sonne la trompette ou le clocher, allons savoir, il y a plusieurs versions. Bref, Carcasse sonne en appelant Charlemagne, Carcassonne. Donc voilà la légende qui donne l'étymologie du nom de Carcassonne. Alors il y a des personnages célèbres qui jalonnent la vie de Carcassonne, par exemple le prince noir. Voilà, donc ça c'est pendant la guerre de 100 ans. Donc c'est bien antérieur, c'est bien après les constructions de Carcassonne. Après la croisade contre les Albigeois, donc Carcassonne est un fief français et un sénéchal, donc maître des armées du roi de France qui s'installe à Carcassonne. Saint-Louis donc organise à milieu du XIIIe siècle la construction de Carcassonne, c'est-à-dire ces doubles enceintes, dont l'enceinte intérieure qui est sur les fondations gallo-romaines, l'enceinte extérieure qui est pure moitié XIIIe siècle, et la chemise du château, donc l'enceinte du château comtal. Donc on a 3 enceintes dans ce château. Alors effectivement, quand le prince noir arrive au milieu du XIVe siècle à Carcassonne, il ne va pas attaquer la cité, elle est absolument imprenable. Il va attaquer la ville basse, qui va mettre à feu et à sang en fait. Donc voilà, il n'attaquera pas la cité. Donc le passage du prince noir au XIVe siècle. Quels sont les points les plus importants que l'on a pu noter ici à Carcassonne pendant la période moyenâgeuse ? Eh bien, donc je parlais de l'Occitanie, de ce Languedoc. L'Occitanie, quand même, cette culture exceptionnelle avec les troubadours. Cette nouvelle religion qui est arrivée donc, au courant du XIe siècle, donc, que l'on appelle les cathares, mot péjoratif, les bons hommes, les bonnes femmes, comme ils s'appellent eux-mêmes. Donc quand même cette culture assez fastueuse, la gastronomie, donc les chants en Languedoc, la fine à mort par les troubadours, cette culture vraiment riche, nature généreuse, climat généreux, donc tout pour faire vraiment profiter cette culture énorme, donc qui a été mise à sac par les croisés, donc qui venaient du nord de la France. Ensuite, un point très important, donc la reconstruction de Carcassonne au milieu du XIIIe siècle, et peut-être ensuite, pour vraiment passer beaucoup de siècles, la restauration de la cité de Carcassonne au milieu du XIXe siècle par Cros-Merevieille, et ensuite donc chantier attribué à Viollet-le-Duc. Alors justement, pour inciter les auditeurs de Fréquence Évasion qui nous écoutent en ce moment et qui ne connaissent pas forcément Carcassonne, comment pourrait-on décrire Carcassonne aujourd'hui, la vieille cité ? Est-ce que vous pourriez essayer de nous la décrire ? Évidemment, on est à la radio, on n'est pas à la télé, pour essayer justement d'inciter leur curiosité et pour qu'ils viennent ici, à Carcassonne. Sur l'état actuel d'accueil en fait, de la cité de Carcassonne, on a une restauration donc, qui date du 19e siècle. Essentiellement donc les courtines, les chemins de ronde, la toiture des tours, 52 tours. La restauration donc, a permis de sauver cette cité qui était vraiment déclarée carrière publique au XVIIIe siècle. Maintenant, il y a toutes les structures d'accueil à l'intérieur avec la Caisse nationale des monuments historiques, donc au sein du château Comtal, donc qui est une visite à l'intérieur de la cité, le château Comtal, où l'on fait une promenade donc sur les courtines.
Et puis c'est un castrum, donc on garde encore cette atmosphère de castrum, petite ville à l'intérieur d'enceinte. Alors il y a de nombreux musées ici à Carcassonne. Qu'est-ce qu'il y a à visiter exactement ? Alors, ce qu'il y a à visiter, donc je parlais du château Comtal. Maintenant, après, il y a le musée de l'Inquisition. Maintenant, à chacun de faire un peu la part des choses. L'Inquisition. Donc les inquisiteurs, les frères prêcheurs dominicains et franciscains sont restés en activité donc du XIIIe siècle, à compter du XIIIe siècle, donc pendant 150 ans dans la région, notamment à Carcassonne, qui était un des sièges importants de l'Inquisition. Maintenant, je ne vais peut-être pas faire non plus une conférence sur l'Inquisition, mais effectivement, il y a un musée sur l'Inquisition. Il y a le musée de l'école également. Le musée de l'école, ouais, exact. Le musée de l'école, donc au sein de la cité. Musée du Moyen-Âge qui est juste aux portes de la cité. Donc qui montre en fait comment se passaient les sièges au Moyen-Âge, donc comment assiéger un château fort avec toutes les machines de guerre, mangonneaux, catapultes, etc. Madame Lopez, il y a un théâtre en plein air ici à Carcassonne qui abrite de nombreuses manifestations. Il y a deux principales animations dans l'année à Carcassonne qui se renouvellent. C'est au mois de juillet avec le festival. C'est un festival de concerts, danse, variété, théâtre, donc qui se passe justement à l'intérieur de ce théâtre en plein air. Au mois d'août, c'est un spectacle de son et lumière, un spectacle médiéval, qui dure également tout le mois d'août. Et dans l'hélice de la cité, de fin juillet à fin septembre environ, il y a un tournoi de chevalerie. Donc ce sont des combats de chevaliers habillés en costume d'époque, de représentation par jour. Il y a tout un univers culturel qui tourne ici à Carcassonne. Il y a de nombreux films qui ont été tournés, notamment Les Visiteurs, je crois. Tout à fait, il y a plusieurs films qui ont été tournés à Carcassonne, ça va de 1924 à 1992, y compris Les Visiteurs. Dans les films les plus connus, on a Le Miracle des loups, La merveilleuse vie de Jeanne d'Arc, Sans famille, La fiancée des ténèbres, le Miracle des loups, Le Cornio, avec Bourvil et Louis de Funès, Un lion en hiver, Casimir le Grand, La fiancée de Frankenstein, Robin des Bois, et Les Visiteurs en 92. Ce qui fait la magie de Carcassonne, c'est son environnement, sa nature, sa particularité justement avec cette vieille cité. Tout à fait. Carcassonne, très connue pour sa cité médiévale, puisque la première demande de la part des touristes, c'est la cité. C'est le monument incontournable, je dirais, de la région. Ensuite, Carcassonne est le point de départ idéal pour d'autres visites tout autour de Carcassonne, puisque la cité, on va dire, c'est le cœur. Et tout autour, on peut considérer qu'il y a plusieurs circuits possibles avec des visites d'abbayes et de châteaux cathares. Et des vignobles également, puisqu'on a énormément de vins classés dans notre région, et éventuellement une gastronomie qui est propre à notre région, à notre département, à notre région, qui est le cassoulet en particulier. Nous allons donner la parole à un troisième intervenant, Pierre, qui est à côté de nous, qui va nous faire partager justement cette recette. Pierre, bonjour, merci de bien vouloir participer à cette émission sur Fréquence Évasion. Bonjour à vous. Alors Pierre, signalons que vous êtes restaurateur sur la ville de Carcassonne. À l'intérieur même de la cité médiévale. Nous allons parler du cassoulet de Carcassonne. On entend souvent parler du cassoulet de Castelnau, de Toulouse. Qu'est-ce qui fait la spécificité du cassoulet de Carcassonne ? En fait, je crois que pour débuter l'interview, il y a 3 cassoulets. Il y a le cassoulet toulousain, le cassoulet de Castelnaudary et le cassoulet de Carcassonne. On peut presque considérer que c'est 3 fois le même cassoulet. Simplement, c'est la différence d'ingrédients qui fait la particularité toulousaine, chorienne ou carcassonnaise. Sur Toulouse, vous avez de l'agneau essentiellement et saucisse de porc. Sur Castelnaudary, il était fait à base de confit d'oie. Il l'est toujours d'ailleurs. Et Carcassonne, on avait une forte présence de viande de porc. Et à une époque où on pouvait chasser d'une façon plus librement que maintenant, le cassoulet se faisait avec de la perdrix en saison d'automne-hiver. Voilà. Donc le vrai cassoulet carcassonnais, pour débuter sur celui-ci, se faisait à l'époque avec de la perdrix en saison. Quelle a été l'évolution dans le temps de cette recette du cassoulet ? Le premier cassoulet s'est fait avec des fèves à l'époque romaine. Le cassoulet avec le lingot, le haricot blanc, est beaucoup plus récent en fait. Et ici, il y a une production locale autour de Castelnaudary, en Ariège, où on a le petit lingot. Et c'est avec ce haricot qu'on fait le cassoulet.
Donc il vous faut essentiellement haricots blancs. Il faut les faire tremper 24 heures dans un gros volume d'eau froide. Il faut prévoir de l'ail, de l'oignon, du lard ou du gras, éventuellement du saindoux si vous ne trouvez pas de lard de cochon, bien gras, de ce qu'on peut trouver nous ici, des couennes, de l'épaule de porc, du confit d'oie ou confit de canard éventuellement, et une bonne saucisse de Toulouse. Voilà, ça sont les. Et on peut éventuellement ici, nos grands-mères mettaient un jarret de porc aussi. Voilà. Alors est-ce qu'il y a des petits secrets pour justement faire un bon cassoulet ? Vous voulez tout savoir? Non, le cassoulet est un plat très convivial. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre sur le cassoulet, c'est que le cassoulet, c'est quelque chose qu'on partage. C'est généreux, un cassoulet. C'est quelque chose que c'est un plat, si on le mange tout seul, il va être excellent, mais il sera entouré de tristesse parce que ça se partage, un cassoulet. Donc je crois que le petit secret, c'est que le cassoulet vous amène cette convivialité-là. Au niveau culinairement parlant, le petit conseil que je pourrais donner, c'est qu'il est évident qu'il faut trouver un très bon haricot, essentiellement du pays. Parce que vous avez du haricot blanc sur table, mais il est beaucoup plus gros, donc il est peut-être moins adapté pour notre cassoulet à nous. Et il faut bien le laisser au moins 12 heures dans un grand volume d'eau froide. Ça, c'est le premier conseil que je peux donner. Le deuxième, il faut savoir préparer un hachis, c'est-à-dire c'est du lard et de l'ail qu'on hache ensemble et qu'on mettra dans la cuisson du haricot pour l'aromatiser. Alors on va être gentil, on va vous faire un peu de pub. Où manger un bon cassoulet à Carcassonne ? Le cassoulet de Carcassonne, vous le mangerez bon partout, monsieur. Il y a évidemment, sans vouloir faire de mauvaise publicité, certains établissements où on peut faire un bon cassoulet. Mais là, je vous laisserai le libre choix de pouvoir le dire. Alors, mis à part le cassoulet, il doit y avoir d'autres spécificités culinaires ici à Carcassonne. En spécialité culinaire, on peut parler également du foie gras, puisque on fait aussi le foie gras à Carcassonne, et les confits, puisque le cassoulet est aussi composé de confits pour la plupart. Au niveau des vins, mais écoutez, il y a 2 spécialités à Carcassonne qui sont la Micheline et l'Orquina. Alors la Micheline, c'est une liqueur à distillation de plantes et d'épices, composée de plus de 10 épices. L'Orquina, c'est une boisson au goût amer qui est composée de vin blanc sec et de plantes comme le zeste ruban d'orange amer, l'écorce de citron. C'est une boisson qui a été créée par les établissements sabatiers, qui s'appelle d'ailleurs l'Orquina Sabatier, et qui a reçu une médaille à l'exposition universelle de Paris en 1900. Et cette recette est aujourd'hui la propriété des établissements Cabanel. Voilà, donc on peut trouver l'Orquina dans les établissements Cabanel à Carcassonne. Évidemment, vous avez des marchés qui sont hauts en couleur, très méridional. Hein. Où se tiennent les marchés ici à Carcassonne ? Quels sont les jours ? Quels sont les types de marchés que l'on peut découvrir ? Écoutez, au niveau des marchés, il y a le marché de la foire au gras qui est le week-end en décembre, le week-end avant Noël, qui est un marché très très important qui se déroule à Carcassonne et un peu partout dans les villages. C'est un marché au gras où on trouve tout ce qui, tous les mets en fait qu'on peut utiliser pour les fêtes, les foie gras, les canards, les oies, également des vins, puisqu'on est une région où on a énormément de vins dont beaucoup se déclinent. Enfin, c'est une riche palette avec environ 34 appellations d'AOC. On a du Minervois, du Corbière, du Cabardès, des vins rouges, rosés et blancs, qu'on appelle les vins tranquilles en fait, et ensuite des vins doux comme les muscats, ou les vins effervescents comme le crément ou la blanquette de Limoux. Alors on peut faire multiples balades, multiples activités ici à Carcassonne. Des randonnées VTT ou pédestres, comme je le disais tout à l'heure. Il y a aussi un lac à la Cavaillère, un lac qui a obtenu le label Pavillon Bleu, qui est un label de sérieux de qualité des eaux en fait, et où on trouve plusieurs activités, plusieurs sports nautiques. Alors à propos d'activités nature, il y a des activités avec des oiseaux. Tout à fait, c'est un spectacle c'est plusieurs oiseaux en fait, et ce ne sont pas que des aigles. Donc il y a une variété d'oiseaux, et c'est un spectacle qui est ouvert une partie de l'année effectivement, qui se trouve non loin de la cité médiévale. Alors comment faire pour découvrir Carcassonne, pour avoir des informations complémentaires, afin que les auditeurs de Fréquence Évasion qui souhaiteraient prendre des vacances viennent ici à Carcassonne dans l'Aude?
Mais écoutez, déjà, moi je peux donner le nom du site de l'Office de tourisme de Carcassonne, sur lequel on peut trouver toutes les informations pratiques pour venir à Carcassonne, les animations, les hébergements, les restaurants, tout ce qui est où sortir, et puis toutes les activités qui sont possibles également. Donc le site c'est www.carcassonne-tourisme.com. Alors il y a de nombreuses capacités d'accueil ici à Carcassonne. Mais écoutez, au niveau de l'hôtellerie, nous avons environ 1320 chambres à Carcassonne, avec 2 hôtels 4 étoiles, et la plupart des hôtels sont en 2 étoiles et 8 3 étoiles. Il y a également des séjours à la ferme et des gîtes ruraux, des chambres d'hôtes. Voilà, il y a énormément, puisque ça se développe énormément, tous ces hébergements, effectivement, qui sont les gîtes, les chambres d'hôtes, qui se sont énormément développés à Carcassonne et tout autour, effectivement, qui viennent donc compléter l'hébergement en hôtellerie. Alors pour terminer cette émission, vous aviez un message à faire passer, quelque chose à préciser de particulier. Voilà, je voulais préciser que le vignoble du Languedoc-Roussillon est un des plus anciens et des plus vastes du monde, et que pour déguster donc ces vins que nous possédons, il est possible de les découvrir à l'intérieur de la cité médiévale, au cellier des vignerons. C'est une vitrine en quelque sorte. Voilà, c'est une vitrine en fait des vins du Languedoc-Roussillon. Eh bien, merci à tous les trois de nous avoir parlé de Carcassonne. À très bientôt dans l'Aude, et je vous invite à venir découvrir cette cité médiévale incomparable. Vous écoutez Fréquence Évasion partout dans le Grand Sud, entre Menton et Toulouse. Fréquence Évasion.